Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre tentateur des plateformes, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Et je vous préviens, ce soir, je suis particulièrement polisson. Il est polisson ce soir. Andou, avec nous, Monsieur News. Andou, est-ce que t'es polisson toi aussi ce soir ? Alors moi c'est plutôt ronchon là. Ah, il est ronchon. Ah, je suis ronchon, ouais. Ah ouais, je suis ronchon là. Il est ronchon, il va nous en parler tout à l'heure. Est-ce que c'est pour les news ? Est-ce que c'est par rapport à notre sujet et notre gros plan de la semaine ? On verra ça plus tard. C'est quoi ce gros plan ? Eh bien, c'est tout simplement la nouvelle série Merteuil, une nouvelle adaptation des Liaisons dangereuses avec Anna Maria Bartolomei, Diane Kruger et Vincent Lacoste sur HBO Max. Ensuite, évidemment, on va retrouver comme chaque semaine notre cher Gauthier dans sa prose. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Je vais vous parler très vite fait, parce que j'ai pas des milliards de choses à en dire, mais je vais vous parler vite fait de comment les Français se vendent pour l'international. De quelle image on essaye de se donner pour vendre au mieux nos séries et nos films. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser. Disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. Canal+, écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Et Andou, ça vient de tomber. Ah, ça vient de tomber. Ouais, ça vient de tomber. Alors avant que je dise qu'est-ce qui vient de tomber, on va faire un petit Previously on Originals. Oh. Ouais. Donc la semaine dernière, on avait annoncé que Warner Bros était officiellement en vente. Ouais. Et que Netflix s'était positionné. Ouais, avec Universal, je crois, et puis il y en avait un autre, je sais pas. Alors si ouais, c'était, il y avait c'est pas mal Paramount. C'est Paramount et effectivement Universal aussi ont fait une offre. Bon, en fait, toutes les offres. J'aurais bien aimé que ce soit genre le roi Merlin. Quelque part, là, oui, pour le coup, là, la nouvelle vient de tomber. Quelqu'un d'autre s'est positionné. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est dans le divertissement de base, puisqu'il s'agit du fonds d'investissement saoudien. Ah oui, j'ai vu passer ça. voilà. Ouais. Ah, j'imagine qu'en plus, ça a dû faire monter les prix. Alors eux, ils ont complètement, ils ont tué le game. Ils ont tué le game. Ils arrivent sur la table, ils posent leurs milliards de dollars. Ils arrivent avec environ 70 milliards de dollars. Voilà. Warner Bros Discovery est estimé à environ 20 milliards de dollars. Donc autant nous dire qu'en plus, Netflix, qui voulait pas tout racheter à la base, ils ont sûrement pas mis ils ont pas mis en tout cas 100% des 20 milliards, vu qu'ils étaient surtout intéressés surtout par le catalogue et quelques studios, mais pas par les chaînes historiques. Et petit fun fact que je trouve très très drôle, c'est que le PIF, donc comme on l'appelle. De quoi, le fonds d'investissement s'appelle le PIF. fonds d'investissement ça s'appelle le PIF. Parce qu'ils ont du pif. Ouais, non, j'allais les faire. Ils allaient la faire. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ouais, ils ont le nez creux parce que pareil, eux non plus, ils veulent pas de CNN. Ah, ouais. Encore une fois, non, CNN serait encore exclu du deal. Eux, pour le coup, c'est pour des raisons politiques. Ouais. Mais voilà, donc tout ce beau monde est en train de se faire doucement dépasser par le PIF, donc, qui aussi aimerait investir 5 milliards de dollars de plus, en tout cas dans le streaming et le cinéma de Warner Bros. Donc en fait, à la base, Warner Bros resterait basé à Burbank et conserverait les marques emblématiques, mais appartiendrait donc au fonds d'investissement saoudien. C'est beau les C'est pétrodollars trop bien. quand même. Voilà. Hein. Mais en tout cas, cette rumeur donc fait quand même peur du côté de Hollywood, parce que voilà, si jamais un fonds d'investissement saoudien s'empare de l'une des plus gros majors des États-Unis, où va-t-on ? Non mais vraiment les pétrodollars, ça fait des miracles. Je suis sûr que c'est un prince, le fils d'un prince saoudien qui. C'est fan d'Harry Potter. Ouais, c'est son anniversaire. À chaque fois qu'il y a un anniversaire là-bas, c'est Papa, je voudrais une équipe de foot. Tiens, le PSG. Coco, il va t'éclater. Papa, je voudrais le Harry Potter. Bon, d'accord. Ouais, c'est clair. Mais en fait, tout ça pour dire que Warner Bros, on ne sait pas si justement Warner fait ça vraiment parce qu'ils se sentent un peu faible, alors que cette année il y a eu des gros succès quand même. Chaque année. Ouais. Donc cette année il y a Sinners qui a bien marché. La saga Conjuring qui marche toujours bien. J'en ai oublié un gros. Ils ont même du succès avec une bataille après l'autre. Donc on sait pas où c'est, ou est-ce que c'est vraiment pour juste faire grimper les prix, on sait pas. C'est ça, est-ce que ça peut pas être juste pour valoriser Exactement.
la société, savoir un peu où ils en sont. Moi, Warner, c'est une société sur laquelle j'aime bien taper une fois de temps en temps quand ils ont une idée de merde du style un 4e Matrix ou des trucs comme ça. Mais je leur tape dessus parce que je sais qu'ils ont un pif incroyable. Chaque année, ils te sortent des trucs qui font... qui chiffrent à mort des Dune, des Barbie et des trucs comme ça. Donc non, je sais très bien qu'ils connaissent hyper bien leur métier. C'est une société vachement solide. Et ouais, c'est pour ça que j'étais surpris de la voir se mettre en vente. Après, bon, c'est le commerce, c'est l'industrie, Voilà, ça marche comme ça. c'est le commerce. Mais là, tu vois, ils ont quand même en chantier la série Harry Potter. Ouais, Ils ont le nouveau Seigneur des Anneaux au cinéma. exactement. Ouais. Par la team de Peter Jackson. Enfin, c'est des trucs qui Il y a sont des gros hyper projets, attendus. Ouais, des gros projets qui arrivent. Bon, en tout cas, voilà, on saura donc la suite au prochain épisode. Restez bien tuned, comme on dit déjà. Exactement, stay tuned. Stay tuned. Et Ça vient de tomber. Oui, Alors, ça vient de tomber. Alors ça c'est en plus, donc ça c'est une nouvelle qui va peut-être, qui est peut-être liée un petit peu à ta chronique d'aujourd'hui. c'est un previously encore. Alors c'est aussi un previously, c'est un autre previously cette fois-ci, c'est un previously sur HBO. Non, c'était un previously sur Netflix. Ça veut dire que la semaine dernière, je crois aussi, on avait annoncé que Netflix avait racheté les droits de 10% pour en faire un film dans lequel il y aurait sans doute George Clooney et Eva Longoria. Une suite de ce qu'on connaissait, quoi. Voilà, une suite de ce qu'on connaissait avec toujours les agents français. Là, par contre, du coup, HBO prévoit un remake américain de 10%. Donc en fait, c'est pour ça que je pensais, est-ce que 10% c'est une façon de se faire voir aux États-Unis, genre la French Touch côté agent et tout. J'en parlerai. Peut-être. Mais en tout cas, cette adaptation d'HBO donc sera pas vraiment une adaptation copier-coller puisque l'action ne se déroulera pas dans les coulisses du cinéma, mais cette fois-ci dans l'univers du sport professionnel. Ah, Donc là, on va avoir affaire à des agents de sportifs. ok. Voilà. Ouais, on imagine qu'avec la NBA ou le football américain, il y a pas mal de choses. Il y a de quoi faire, effectivement, Alors pour l'instant, on ne sait pas encore dans quel sport va se dérouler l'intrigue. Alors peut-être qu'il y aura plusieurs sports, comme tu dis. Côté ce qui a déjà été fait dans le passé sur ce genre d'univers, il y a eu Ballers avec Dwayne Johnson, où il était justement agent de footballeur américain. L'enfer du dimanche aussi, non? Je crois que c'est là-dedans. L'enfer du dimanche, c'est un petit peu sur le football américain en soi, mais en fait, il n'y a Mais- pas vraiment d'agent. ok. Le vrai agent qu'on connaît aussi, c'est Jerry Maguire. Jerry Eh oui, Maguire. Voilà, oui, qui bien sûr. était l'agent, pareil, d'un joueur de football américain. Donc, on est quand même assez... Show me the money. Show me the money, voilà. Donc, à la tête du projet, on retrouve une production qui aime bien les sports. C'est Plan B, une production créée par Brad Pitt. Donc Ouais. voilà, donc après la Formule 1, il a décidé de se lancer dans d'autres sports. Il aime bien le sport. je Il crois, avait hein. fait le stratège aussi, où il fait du Oui, baseball. tout à Il fait. a fait le stratège, exactement. Il a fait le baseball. Donc, ouais, voilà, le baseball, pas le baseball. Et donc, ouais. Et donc, là, pour le coup, il était, je sais plus s'il était agent ou quoi. Coach. Non, il était coach. Il était coach, ouais. Il était coach d'une équipe qui a révolutionné la manière de construire une équipe, en fait. Ouais. J'adore ce film. Je vous le conseille. Je Ouais, sais pas c'est si on très le bon trouve film, très bon sur une film, je suis plateforme. Voilà. Ok. Donc, juste pour rappel, 10%. C'est donc une série qui a été adaptée à l'international dans plusieurs pays, notamment en Turquie, en Inde, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Corée et même en Chine. Donc ouais, c'est un petit peu une belle vitrine française. Ouais, j'ai lu dans le média pour lequel je travaille que je l'ai lu cette semaine qu'il allait y avoir des nouvelles adaptations hispanophones en Amérique du Sud et même une adaptation, je crois, au Sénégal. Et ouais, c'est incroyable. Voilà. Donc après un reboot, quelque chose d'autre vient de tomber. Cette fois-ci, c'est une suite. Alors, la suite de quoi? La suite d'une vieille série. Alors, si je vous dis médecine, hôpital, je vous dis quoi? Urgence. Ok, comédie burlesque un peu absurde. La Cité de la Peur. Ok. Il faut réunir les deux. Voilà. Et dernier indice, je vous dis Zach Braff. Eh ben c'est Scrubs. Ah, Scrubs. Voilà. Ok. Donc, Scrubs revient. C'est le retour de Scrubs. Et oui, C'est incroyable. J'avais vu ça passer. Et donc là, c'est quoi? Alors c'est une suite qui se passe en fait de nos jours. Donc on va retrouver toute l'équipe, enfin pas toutes, mais en tout cas tous les visages un peu connus qu'on avait connus à l'époque. L'idée de cette série, c'est un peu une espèce de passation. En fait, on va voir aussi des nouveaux, mais en tout cas le créateur aimerait vraiment explorer où en sont les anciens Les personnages, aujourd'hui. un peu comme ce qu'ils font avec Malcolm quelque part. Un peu, ouais, carrément. C'est un petit peu dans l'air du temps. Donc, on va retrouver JD, qui est interprété par Zach Braff, Donald Faison, qui est Turk, Sarah Scholk, qui joue Elliot, et voilà, et tous les personnages qu'on avait un peu prévus. Et donc, dans la liste des nouveaux personnages, normalement, on va retrouver une responsable bien-être. Donc, ça, c'est très dans l'air du temps.
J'adore. Et ensuite, un médecin titulaire qui est censé... Surtout dans le milieu hospitalier, voilà, il y a du boulot. Hein. Bien-être, santé mentale, on y est. Et un médecin titulaire censé représenter l'avenir de l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt sur une espèce de passation entre ancienne et nouvelle génération. Donc on a hâte de découvrir ça. Ça va être diffusé sur Disney+, mais pas encore de date de diffusion. Moi, j'aime beaucoup Scrubs parce que ça a inspiré à TLC sa meilleure chanson. No Scrubs. No Scrubs. No Scrubs. Une chanson contestataire un petit peu contre la série. Super. Merci, voilà. merci beaucoup, Andou. Merci beaucoup, Gauthier aussi. Mais merci beaucoup, Andou, surtout pour les news. Rien, de rien. Et on passe tout de suite au gros plan de la semaine. On l'a dit en ouverture, le gros plan de la semaine, c'est la nouvelle adaptation des Liaisons dangereuses. Ça s'appelle Merteuil. C'est une série sur HBO Max en 6 épisodes avec Anna Maria Bartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste. Et ça ressemble à ça. Toute votre vie dépendra de la première impression qu'on aura de vous. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Que faudra-t-il faire, madame? Vous pensez-vous doué pour le plaisir? Votre mariage n'était qu'une ruse de mon neveu pour profiter de vos charmes. Vous m'avez conduite en enfer, monsieur le vicomte. Il sait vous avoir trompé, mais vous m'aimez encore plus de vous avoir révélé à vous-même. Oubliez Valmy. Isabelle de Merteuil. Alors il y a déjà eu pas mal d'adaptations, hein. On se souvient du film de 88 avec Stephen Frears. On se souvient même de Sex Intention en 99, qui était une modernisation de cette histoire. Il y a eu une série qui est déjà annulée sur Prime Video qui s'appelait Les Liaisons dangereuses. Et moi, je garde dans mon petit cœur toujours une tendre pensée pour ni plus ni moins que le sketch des nuls. Bah oui, la meilleure adaptation, ouais, de très loin. Où ces liaisons dangereuses, ce sont que des fautes d'accord. Le pitch, c'est quoi? De quoi ça parle au final, les liaisons dangereuses? Eh bien, écoutez, ça parle d'une orpheline sans fortune qui va finir par s'appeler Isabelle de Merteuil, qui est humiliée par le vicomte de Valmont et qui voit son honneur et son rang s'effondrer. Elle est animée donc par la colère et une soif de pouvoir et se lance alors dans une ascension vertigineuse des bas-fonds libertins de la cour de Louis XV jusqu'à la cour de Louis XV, où le choix entre amour-vengeance la confrontera à elle-même et à ses propres tentations. Moi, j'ai déjà envie de vous dire ce qu'on attend de cette série autour de la publicité qui est faite par HBO autour de cette sortie. Donc une série qui a pour but de moderniser le récit de Liaisons dangereuses en insérant de nouvelles préoccupations sociales plus actuelles, en changeant un peu aussi l'angle de vue de cette histoire qui date quand même de 1796 à la base. Merteuil, donc, cette série, elle revisite l'esprit des liaisons dangereuses à travers le regard de celle qu'on a toujours décrite comme la manipulatrice et en renversant le point de vue et les codes du pouvoir. Une série, au final, sur l'émancipation d'une femme que le patriarcat de la cour a voulu réduire au silence. Un drame d'ascension et de revanche. Maintenant, qu'est-ce que nous, on en a pensé? Je vais me tourner vers vous deux pour une réponse très rapide. Déjà, en une phrase, après on va développer. Comment vous avez reçu cette série Merteuil, dont on a pu voir les épisodes à l'avance? Moi, je suis très perplexe souvent sur les intrigues amoureuses comme ça, un petit peu compliquées, le libertinage et tout. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre moi-même. Donc, j'avais un peu peur en y retournant et en même temps, je me suis pris au jeu à partir du deuxième, troisième épisode. Voilà. Andou, de ton côté, ça n'a pas été aussi facile, je crois. Je pense que la promesse n'est pas du tout remplie. Alors pour le coup, tu viens de me dire tout ce qu'ils ont promis dans la série. Je pense qu'on est très loin de tout ce en tout cas de ce qu'ils pensaient vouloir faire. Je n'ai vu aucune modernisation, je n'ai vu aucun retournement de paradigme. Donc voilà. Ça cherche pas du tout à casser le moule. Hein. Ah bah oui, complètement. Ouais. Ah oui, non, au contraire. Enfin, du coup, ça cherche. Enfin, voilà, je sais pas trop ce que ça cherche à faire, mais voilà, on va développer. Alors, pourquoi déjà raconter à nouveau les liaisons dangereuses en 2025? Est-ce que notre époque projette sur cette histoire-là? Alors, j'ajoute à ta splendide liste d'adaptations, 2 adaptations qui ont été importantes quand même, parce que parallèlement à celle de Stephen Frears, il y avait celle de Miloš Forman qui s'appelait Valmont, qui est sortie au même moment.
Et surtout, 20 ou 30 ans plus tôt, il y avait celle de Roger Vadim avec Gérard Philippe et Jeanne Moreau, qui pour moi est probablement la plus belle adaptation parce que on reste pas sur des jeux libertins, on va vraiment dans la cruauté des sentiments. Et d'ailleurs, je me souviens de ce film qui se finit avec une scène terrible où Jeanne Moreau a été brûlée au visage à la fin de tous ces jeux de pouvoir sexuel, etc. Elle finit par être très sévèrement brûlée au visage et dans la dernière scène, il y a un figurant qui dit regardez, elle a la méchanceté gravée sur son visage ou quelque chose comme ça et ça se termine là-dessus, c'était assez glaçant. Bref, pourquoi on refait ça aujourd'hui et avec quel nouveau ton on fait ça ? On refait ça aujourd'hui parce que justement, comme je viens de le décrire, les adaptations précédentes étaient assez dures avec le personnage de Merteuil, justement, qui était vu comme la femme, la séductrice manipulatrice horrible qui... une espèce de revancharde. Ouais, conspiratrice avec de petites vertus, si tu veux, quoi. Donc il y avait que un regard hyper négatif sur cette héroïne, qui est quand même une héroïne de son époque, quoi. Et donc là, cette série essaye de jeter un nouveau regard sur elle, c'est-à-dire dès le départ dire c'est une personne qui a été souillée, bafouée, à qui on n'a pas laissé une chance, et donc elle prend sa revanche sur la vie. Et pourquoi pas ? C'est pas très moderne comme ton, ça relance pas tous les dés des liaisons dangereuses. On va juste avoir un peu plus de ce ton-là, mais ok, c'est un nouveau regard qui fait d'elle le personnage très central et Valmont un personnage plus secondaire. Alors c'est marrant que tu parles de regard parce que justement moi je trouve que c'est complètement là que la série fait exactement ce qui a été déjà fait avant et tout le temps. C'est quand si vous voulez vraiment, enfin pour moi je pense que si vous voulez vraiment justement changer leur regard, ils auraient pas tourné ça avec autant de male gaze en fait. C'est que là, on est complètement dans du male gaze poussé à fond. Donc, je rappelle juste que c'est le male gaze. C'est une manière de filmer, de mettre en scène et en gros, d'objectifier toujours la femme, les corps et de les sexualiser à fond. Contrairement, du coup, au female gaze qui, elle, se centre plus justement sur les sentiments et sur ce que ressent quelqu'un. Au lieu d'être objet, la personne est sujet. Et là, malgré toutes les intentions dans le scénario de vouloir changer un petit peu l'histoire et ce que représente Merteuil. En fait, tout ça est complètement mis à plat et détruit en fait par le fait que la production et la réalisation ont choisi toujours cette manière de filmer la femme de manière sexualisée. C'est d'autant plus troublant que c'est réalisé par une femme. Par une femme, oui, j'ai vu. Bien sûr, mais Jessica Pallu. C'est marrant que tu le prennes comme ça parce que je suis partiellement d'accord avec toi, mais c'est quand même l'histoire. Ça raconte ça, si tu veux. C'est l'histoire d'une femme qui comprend comment les hommes la regardent et qui s'en sert comme d'une arme sociale. Oui. Du coup, c'est un peu normal que ce soit filmé comme ça, si tu veux. Ben, pas obligatoirement. Et puis, pas obligatoirement. Du coup, alors il y a deux choses aussi, c'est que déjà si vous voulez vraiment moderniser, je pense qu'on avait aussi une possibilité de situer l'histoire un petit peu plus de nos jours, par exemple, parce que on remet des costumes à des gens qu'on a déjà vus en costume il y a moins d'un an. Je parle de Bartholomé qu'on avait vu dans Monte Cristo, et l'autre aussi, je me rappelle pas son nom, mais le jeune pianiste. Non, pas le jeune pianiste, le copain de Valmont. Valmont, il est quelqu'un. Oui. Oui, je sais pas comment s'appelle cet acteur. Et lui, pareil, et cet acteur est aussi dans Monte Cristo. Donc en fait, là, il y a une espèce de déjà vu, déjà visuel, de les revoir en costume. Genre en fait, en plus, ils jouaient un peu les apprentis de Pierre Ninet dans Monte Cristo. Donc là, c'est comme si voilà, ça y est, ils sont émancipés, ils volent de leurs propres ailes. Oui, mais c'est vrai que toutes ces séries-là ont un côté un peu spin-off d'un grand succès. Ouais. Vous vous souvenez de ce film incroyable qui était adapté de Balzac, qui s'appelait Les Illusions perdues, où il y avait déjà Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, et Benjamin clair. Voisin, et puis on a retrouvé Benjamin Voisin l'année dernière dans Carême, et là on a Vincent
Lacoste dans Merteuil. On a l'impression qu'on fait des spin-offs d'un truc qui a eu du succès, quoi. Alors Complètement justement, pour vous, on est dans du réalisme plutôt historique ou dans du fantasme visuel et sensuel? On est dans un fantasme fantasme, visuel complet. Visuel plus. On est vraiment dans de la reconstitution fantasmagorique. C'est là que j'ai envie de caser ça. Je suis désolé, mais Vas-y, go. c'est une opinion personnelle qui n'a rien de cinématographique ou de critique de série. Mais du coup, moi, je suis un petit peu lassé par ces adaptations des Liaisons dangereuses parce que personnellement, je trouve que les libertins, c'est un peu des gros ringards. Et Alors, tu dis ça, mais apparemment, d'après ce qu'on voit dans les chiffres des évolutions sociales, etc., la nouvelle génération, apparemment, est très enclin et très ouvert d'esprit. Même si ça s'appelle différemment. Au libertinage. J'en sais rien, mais la manière dont la série s'applique. Maintenant, on dit pluriamour. Ah oui, ou polyamour, j'en sais rien. Même si on va se faire tuer, hein, parce que les gens, enfin, qui pratiquent ce genre de choses, ne considèrent pas du tout que c'est la même chose. Donc on va dire que je suis trop bête pour savoir les différences. Mais en revanche, la manière dont cette série met en scène ces pratiques libertines. Aïe, on a l'impression d'être dans un clip de Mylène Farmer il y a 40 ans. de Boutonnat, tu vois. Et puis, ce que tu veux ils ont des masques, et puis ils font des petits sourires en coin, et puis des petits regards mutins, et ils sont là, libertinage, polissonnerie. Ils ont même, les acteurs ont une manière, absolument tous dans cette série, d'avoir une diction hyper cliché et pénible, de dire, tu sais, ils s'arrêtent, ils font une pause au milieu de la phrase pour inclure un sous-entendu nul, quoi. Ils sont là, madame, je ne m'attendais pas à vous voir en si belle compagnie. On dirait un sketch des Robin des Bois, là. C'est relou, quoi. Mine de rien, Anna Maria Bartolomei, elle donne beaucoup de sa personne. Est-ce que vous trouvez qu'elle arrive à incarner la complexité quand même du personnage, qui est passé de la victime au stratège et puis les deux à la fois? C'est pas un problème des acteurs. Le problème de cette série, si elle a un problème, c'est pas un problème de ses acteurs. Moi, je la trouve assez feuilletonnante, cette série. Elle est parfois un peu débile, comme je viens de le souligner, mais c'est pas grave. C'est très bien produit. Et les acteurs, ils sont pas du tout en roue libre. Il faut accrocher avec leur manière de parler, quoi. Oui, Vincent Lacoste, c'est un vrai gars. Hein. C'est plus du tout l'ado qu'on a pris pour faire les beaux gosses. C'est un vrai acteur très solide maintenant. Diane Kruger, elle est assez irréprochable et tout. Enfin, tout ça se passe très bien. Le seul truc, j'y reviens parce qu'on en avait déjà parlé dans Carême. Il faut en reparler dans cette série aussi. C'est un vrai problème, ce truc de l'iPhone face, quoi. Ça perdure. C'est-à-dire, tu regardes ces acteurs. Et tu peux pas te dire, ils sont franchement du 18e siècle, tu vois. C'est pas crédible. Tu sais qu'ils ont déjà vu de la technologie. Ils sont beaux comme les canons de la beauté d'aujourd'hui, tu vois, ça va pas. Oui, parce que ils ont des gueules d'instagrammeurs, quoi. Enfin bon, oui, c'est ça que t'appelles la beauté iPhone. Ouais. En doute, tu voulais rebondir? Non, c'était exactement ce que j'allais dire. Et du coup, ce récit, il s'adresse à qui avant tout? À un public français ou plutôt une audience internationale c'est ça. qui serait fasciné Ouais, par cette d'accord. image d'épinal du libertinage français? Exactement, c'est ce qu'on essaye de vendre à l'international et je vous en parlerai plus en longueur dans Vu ma qu'on chronique. n'arrive plus à vendre le pâté. Ouais, Sur Jean du Jardin. on peut plus exporter notre fromage, voilà. Donc on vend une image de la France qui est très. On aime le zizi pampan, quoi. Mais c'est surtout, oui, c'est l'image, de la dépravation des années des Lumières, avec tout ce que ça peut représenter d'éclairage à la bougie. Ouais, mais tiens, c'est au bien coin du feu. C'est bien que t'en parles parce que j'y ai pensé au bout du 2e ou 3e épisode de cette série. Je me suis dit, la reconstitution est belle, mais il y a un truc qu'ils oublient et qui est quand même fondamental, c'est que à l'époque, tout le monde s'éclairait à la bougie. Dans n'importe quel champ, je devrais avoir 14 bougies partout, quoi. Ouais, et là, c'est très bien éclairé. Hein. Ouais. C'est très bien éclairé. Du coup, à qui tu conseillerais la série, Gauthier, par exemple? Un public américain qui aime que j'aime beaucoup le France, le saucisson de pâté de camembert de voulez-vous coucher avec moi ce soir. Voilà. D'accord. Est-ce que, donc, on va en parler juste après, j'imagine, mais tu trouves qu'il y a peut-être
des tentatives de Émilie in Parisé, la production française de nos gloires littéraires. Je t'en parle dans un instant. Très bien. Donc ça s'appelle Merteuil, c'est disponible depuis le vendredi 14 novembre sur HBO Max, c'est 6 épisodes. Et donc Gauthier, oui voilà, on y est. Après Lupin, après Carême, bientôt Belphégor, on assiste donc à un retour de l'imagerie traditionnelle française. Et tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, les pieds dans le plat, mais à quelle hauteur et dans quel type de plat? Ouais, j'ai envie de dire les vrais trucs sur la manière dont on essaye de vendre, de commercialiser nos séries à l'international en vendant une fausse image de nous-mêmes, plutôt une image qui caresse l'image des Français que les roman national. Voilà, que les étrangers ont de nous, et en particulier les Américains. Bon, déjà, est-ce que vous savez quels sont les 2 plus gros succès à l'international du cinéma français? En film ou en film? En film. The Artist, peut-être? Non. Amélie Poulain, ouais. Non. Succès attends. Avec Omar Sy. Ouais. Et c'est Intouchable. L'un d'eux, c'est Intouchable, et Bim. l'autre, c'est Lucie de Luc Besson. Je crois. Lucie de Luc Besson. Ouais, je crois que c'est toujours le cas. Et c'est pas marqué dans les livres. Hein. Très bonne vanne. Bon, tout ça pour dire que les séries récemment que j'ai regardées, qui étaient des trucs qui essayaient de se vendre à l'international, les séries françaises donc, c'était surtout Carême et Merteuil. Et les deux démarre, genre t'as à peine le temps de te dire que t'es devant une série et que faut faire des étirements et tout ça, qu'il y a déjà une scène de Zizi Pampan tout de suite, quoi. Carême, ils sont dans une boulangerie et puis Lina Coudry et Benjamin Voisin se font l'amour tendrement sur des miches de pain. La baguette. La baguette, le France. La miche. Le bonjour du monsieur du saucisson. Donc on est complètement là-dedans et là c'est pareil. Bah, alors tu vas me dire les liaisons dangereuses, il y a quand même un peu un propos et un terreau qui est là d'avance pour qu'il y ait un peu de zizi pompon, mais ça vient très vite. C'est-à-dire que on a cette espèce de certitude que les Américains, ils veulent nous voir déjà pas modernes, hein, mais ça on le sait depuis Armageddon que apparemment même en 1998 on reçoit nos informations sur la TSF radio, devant le Mont Saint-Michel. Donc bon, ça peut être. Non mais même Indépendance Day où on a tous des DS alors. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ils sont en rayures avec des bérets. Il y a que des mimes et des exactement. Et des 2 chevaux quoi. Donc déjà il faut être 300 ans en arrière, sinon on n'est pas des Français crédibles. Et faut qu'on baise, sinon bah ouais, c'est notre spécialité quoi. Soit la cuisine, soit le zizi. Bon, je trouve que la chronique d'Andou nous l'a souligné d'autant plus. Ce qu'ils veulent surtout les Américains, c'est je sais pas, c'est des trucs inventifs, c'est de la nouveauté, c'est des spectateurs comme nous et quand ils voient 10%, ils sont là, mais c'est chambé la France. Bah ouais. Donc il me semble pas qu'il y ait du zizi pampan toutes les 2 secondes. Bah non. Ni des baguettes, ni des boulangeries, ni des trucs d'époque. Donc encore une fois, Intouchable est un des plus gros succès à l'international. Ça leur a tellement plu qu'ils l'ont remaké et que ça a été aussi un succès chez eux. Exactement. Donc il y a aucune verticale, aucune plus-value à faire des trucs où on se caricature comme ça, c'est ridicule. D'autant que les Américains, quand ils ont besoin de leur dose de le saucisson de Bonjour Monsieur Baguette, ils le font eux-mêmes. Ils font un petit ratatouille. Ils font un film de Wes Anderson. Ils font, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut citer comme... Ou ils font venir un acteur français qui a le vent en poupe, comme Jean Reno. Ou ils font Emily in Paris, tu vois. Mais ils ont pas besoin qu'on le fasse à leur place. Les clichés sur la France, ça vient d'eux. Ils savent mieux le faire que qui que ce soit, quoi. Alors, tu vas me citer peut-être l'exemple magique d'Amélie Poulain. Mais encore une fois, c'était il y a 25 ans, quoi. Donc, je voudrais dire aux gens... Et ça reste une image qui n'est pas le vrai Paris non plus. Enfin, tu vois, sinon tu regardes La Haine. Et ouais, c'est vrai. Et encore une fois, en plus, La Haine n'est pas non plus le vrai Paris et la vraie banlieue. C'était une vision d'ailleurs un petit peu bourgeoise de Mathieu Kassovitz de l'époque, hein, mais très bon film au demeurant et c'était super. Mais peu importe. Juste pour dire, personne nous force à nous autoparodier là comme ça. Ça fait pas plus vendre à l'international, c'est pas vrai.
Et la preuve, c'est que Lupin, ça a cartonné. Exactement. Nero récemment, c'est pas une grande série sur Mais Netflix. ça se vend bien. Mais à je crois ouais. que ça a énormément de succès à l'international. Donc oui, quand on fait un peu de différent, ça... Alors oui, Nero est un petit peu aussi random passé. Hein, Oui, on est quand même mais ouais, plus Nero, fantastique. on est plus, on sent que c'est pas la France. Hein, ouais, carrément. Alors qu'il y a les loups-garous avec Jean Dubosc, avec avec Jean Dubosc. C'est avec Franck Dubosc. un croisement entre Jean Reno et Franck Dubosc. Parce que les C'est deux sont Jean dedans. Dubosc. Les deux sont dedans, ma fourche à languer. Ouais, exactement. Enfin, et par ailleurs, les Américains, ils aiment bien Daft Punk et tout ça. Ils sont pas fermés à l'idée d'un Paris ou d'une France moderne qui juste propose des trucs qui sont des bonnes idées. Arrêtons de se caricaturer en pensant que on va nous consommer mieux si on a l'air ringard. Oui, et puis essayons de trouver des nouvelles histoires aussi. Ah ouais, Des ça ferait pas de mal. Ouais. Juste faites des bons trucs. Voilà, faites des bons trucs. Voilà. Parce qu'Alexandre Dumas, c'est cool, mais bon, on va arrêter de le poncer et de l'essorer jusqu'à la moelle. Exactement. Tu sais ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est des bonnes adaptations de Jules Jules Verne. Verne, ouais, on c'est en vrai. parlait. Ouais. Et il y en a qui en ont jamais eu droit à leur adaptation cinéma ou série d'ailleurs. Voilà. Il y a Donc, vraiment encore des bonnes histoires. Ouais. Encore une fois, si vous êtes en manque d'idées, n'hésitez Exactement. pas à écouter Originals. Demandez-nous. Merci Gauthier. Je On t'en prie. enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on va parler cette semaine des sorties comprises entre le 10 et le 16 novembre. Et ça a commencé le 12 avec Une journée incontrôlable, un film sur Prime Video. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutez, c'est l'histoire de... Bon, c'est une comédie d'action déjà. Mais c'est l'histoire de Brian. Brian, il est comptable, fraîchement licencié. Est-ce qu'il est dans la cuisine ? Il n'est pas dans la cuisine, pardon. mais il est souvent dans la cuisine parce qu'il est père au foyer maintenant. Ah ouais. Et il accepte de faire une sortie entre enfants avec la famille. Donc voilà, ses enfants ont des amis, les amis ont d'autres parents, et parmi cette sortie qui est prévue, il y a la famille de Jeff. Et ce qui semblait être donc un petit après-midi tranquille, se transforme rapidement en une course folle pour survivre lorsque des mercenaires entrent en scène et que Brian se retrouve totalement dépassé parce que évidemment Jeff, lui, c'est un espion. Wow. Alors, je suis désolé, mais le pitch me fait un peu penser à un film. Imaginons un random film avec Ashton Kutcher dans le premier rôle et des petits gamins partout qui s'appellerait même sur un vol de 9 heures, je regarde pas ça. Alors, c'est simple. Le premier, le comptable devenu père au foyer, c'est Kevin James. Les gros bras, c'est Alan Ritchson. Alan Ritchson, c'est tout simplement Richer. Ah oui. On est chez Prime Video, donc vous voyez, Ouais. c'est 2m12 de muscles. Et le rôle féminin principal, on en parlait tout à l'heure, c'est Sarah Chalke, qu'on connaissait de Scrubs, justement. Exactement. Ouais, mais je vanne parce que c'est facile, mais en vrai, ça a l'air sympa. Le lendemain, changement d'ambiance chez Netflix, puisque le 13 sort Last Samurai Standing, une série en costume, 6 épisodes, et vous l'avez bien compris, ça se passe au temps des samouraïs. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de battle royale qui serait un peu entre les 7 samouraïs et Squid Game. Puisque l'histoire, c'est qu'à l'ère Meiji, alors que les samouraïs ont perdu leur rang et que la modernisation, elle balaye tous les anciens codes, un peu moins de 300 guerriers sont conviés au temple Tenryū-ji de Kyoto pour une sorte de jeu mortel. Chacun se voit attribuer une petite plaquette en bois et celui qui parvient à voler les plaquettes de ses rivaux puis à rallier Tokyo, il remporte tout le pactole. Et évidemment, on va suivre le héros Shujiro qui lui ne voulait pas faire ça, c'était pas sa guerre, mais il y entre pour sauver sa femme et son fils qui sont malades. Alors il y a le samouraï, un peu le Ronin, tu vois, celui qui est, il a plus de maître, il est un peu vagabond. Il y a le samouraï en armure. Il y a celui qui a une grande chaîne avec au bout une faucille. Enfin, tu vois toutes les armes un peu Et tout ça sur fond de Koh-Lanta. Ouais, c'est pas mal. Hein. Du médiéval japonais. Ouais, voilà, Koh-Lanta. Moi j'ai dit Squid Game. Ouais, moi c'est parce qu'il y a plus de morts dans Squid Game que dans Koh-Lanta. Ouais, mais c'est parce que je voyais des épreuves un petit peu. Ah non, c'est vraiment Battle Royale. Hein. Okay. Non, mais tu sais ce que j'en pense parce que déjà j'adore le Shambara et donc le genre de samouraï. Oui, c'est ça, le genre de film d'épée japonais. En plus de ça, je t'ai tanné quand on a fait notre dernière réunion pour qu'on fasse notre émission d'aujourd'hui sur cette série. Mais oui, il y a eu Merteuil. Et voilà, on a mis un genou à terre en se disant priorité aux Français, donc on a pris Merteuil. Voilà.
Ouais, ok. Donc j'ai vachement envie de voir cette série. Le même jour, toujours sur Netflix, donc 13 novembre, je rappelle, The Beast in Me, 8 épisodes, une série, un thriller psychologique. L'histoire, c'est quoi ? C'est que depuis la mort tragique de son jeune fils, l'écrivaine reconnue Angie Wiggs s'est retirée du monde. Et lorsqu'un nouveau voisin, un magnat de l'immobilier, qui s'appelle Niall Jarvis, emménage à côté, et justement, elle va avoir des soupçons autour de ce nouveau voisin, tout simplement parce que c'est un voisin très riche dont la femme a disparu. Et donc elle va se lancer dans un jeu de chasse et de mystère où la proie et le prédateur pourraient être interchangés. Ouais, pas mal. C'est créé par Gabe Rotter, c'est avec Claire Danes en rôle titre. Ah, j'adore Claire. Voilà, donc ça c'est sur Netflix. Un C'est... côté fenêtre sur cour. Ouais, carrément. Bien. Et alors attention, parce que dans la famille, je vous ai dit quoi ? Dance. La proie et le prédateur pourraient être interchangeables. J'en ai un autre. Ah. J'en ai un autre dont le pitch s'arrête par le rôle de victime et de prédateur s'inverse. Donc on est pas mal, hein. Mais cette fois, on est sur Prime Video, 6 épisodes, ça sort le lendemain, ça s'appelle Malice. On est sur un thriller psychologique haut de gamme, nous dit-on, qui mêle suspense, luxe et manipulation. Alors l'argument de vente, c'est quoi ? Parce que si je vous dis que c'est l'histoire du couple Tanner qui est très aisé et qui engage comme auxiliaire un homme mystérieux, Adam Healy, qui est brillant, séduisant, peut-être un peu trop présent, et qu'au fil d'un séjour de luxe en Grèce, où il y a des alliances ambiguës qui surviennent, l'équilibre familial vacille. Et donc voilà, on arrive sur l'inversion de blablabla. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'après vous ? Eh bien peut-être parce que le rôle féminin, il est joué par Carice Van Houten, qu'on avait vu en Mélissandre dans Game of Thrones, et que le rôle titre, il est tenu par David Duchovny. Ah. Voilà. Un peu Tout de ça- X-Files là-dedans. Un peu de X-Files désabusé dans ce thriller un peu au Roland de White Lotus. Ouais, avec le pitch, j'ai plus l'impression qu'on va avoir des déjà vus de Californication de la part de Duchovny. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il doit en avoir marre du Duchovny de se faire réduire à X-Files. Il a une carrière énorme. Ouais. Le pauvre. Et The Californication, qui est une très très bonne série. 14 novembre, attention, c'est quoi ? C'est la magie de Noël. Ah ouais, déjà, bien sûr. Déjà, mais oui. Non, c'est J'ai pas cru le que Beaujolais c'était- nouveau. Je pensais que c'était le Black Friday, moi. Non, on en parlera très peu des films de Noël parce que vous en avez vu un, vous les avez un peu tous vus. Celui-là sort de sa tête de l'eau et de la mêlée. Pourquoi ? Parce que, bon, il est sur Disney+, très bien. C'est un film. Et ça s'appelle Un Noël chez les Jonas Brothers. Oh là 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 là. Waouh. Ah bah là, tout de suite, on voit la cible. Parce que c'est une comédie familiale, oui, mais aussi musicale. J'adore. Alors, le pitch, parce qu'il y a un pitch, Ah, figurez-vous. ouais. Ah oui. C'est que pendant la période des fêtes de fin d'année, donc c'est le sujet, après un concert à Londres, les trois frères Jonas veulent rentrer à New York pour fêter Noël en famille. Ouïe aïe aïe, mais leur voyage se transforme en périple semé d'obstacles et de quiproquos, tandis que chacun d'eux questionne sa place dans le groupe. Et on dirait Tu le Culte fais bien. saison 3. C'est ouais, pas mal. Donc du coup, c'est quoi ? C'est avec Kevin, Joe et Nick Jonas, bien entendu, qui jouent leur propre rôle, mais aussi avec Chloé Bennett, avec Randall Park et Jesse Tyler Ferguson, que vous avez pu voir dans Modern Family. Alors, petit aparté, mais dans une émission La Musique, il y a quelques années, Menro avait essayé de me faire deviner les Jonas Brothers en me disant c'est un navigateur web spécialisé dans les trucs un peu sépia. What? C'est les Jonas Brothers. J'ai pas. C'est les Jonas Brothers. Ok. Browser, Ah, Jonas, c'est bien. Jaune délavé. Ah ouais. Sinon, en vrac, les amateurs apprécieront La vie secrète des épouses mormones, saison 3 sur Disney+. Ça existe, ça? Ça existe, tout à fait. Ça fait 3 saisons déjà. La Champions League féminine sur Disney+, pour les fans de foot. Palm Royal, saison 2 sur Apple TV+. Landman, saison 2 sur Paramount+. Et ce sera tout au niveau des sorties. C'est d'ailleurs là-dessus que va s'achever notre émission. C'était donc Original saison 2, épisode 11. On remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. On souhaite bon montage. Bon courage. Bon courage. Merci. Parce qu'on a un peu digressé aujourd'hui. C'est un régal. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé et toujours plus de création originale. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.